J'ai la chance d'accueillir pour cette première présentation le professeur Atul Pathak de Monaco, qu'on ne présente plus, et qui va nous parler du dépistage de la fibrillation atriale en population. Merci. Atul, c'est à toi. Merci Thierry, merci Roland, merci aux courageux qui ont pris sur leur pause de déjeuner pour venir nous écouter. En introduction, je voudrais partager avec vous une réflexion générale. C'est qu'il y a beaucoup de pathologies dont la prise en charge ou le dépistage ou la détection est souvent liée à l'innovation. Alors, en fait, si on reprend l'histoire du médicament, on s'est intéressé à la maladie d'Alzheimer quand on a commencé à voir les anticholinergiques. On s'est intéressé à la prise en charge de l'amylose, plus quand on a commencé à voir des médicaments qui permettaient de prendre en charge l'affection. Donc, l'innovation thérapeutique ou l'innovation technique est souvent quelque chose qui reconditionne la prise en charge d'une affection. Et je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur le dépistage de la fibrillation atriale incarne bien ce changement de paradigme. Donc, peut-être marronnier pour les cardiologues, peut-être pas pour d'autres disciplines, mais pourquoi finalement s'acharner à dépister la fibrillation atriale? Parce qu'en fait, c'est une situation clinique dont les conséquences sur la morbidité et la mortalité sont très bien connues dans la communauté des cardiologues. Peut-être retenez 3 petits chiffres que j'ai mis là en rouge, en bas, mais qui sont importants. La prévalence de la fibrillation atriale va doubler dans les 30 prochaines années. C'est probablement lié au vieillissement de la population. Et ça va gréver de plus en plus les coûts en termes de santé publique. Et ça va avoir un impact sur l'espérance et la qualité de vie. Pour toutes les raisons que vous connaissez, qui sont représentées ici, que ce soit les conséquences symptomatiques, que ce soit l'impact de la fibrillation atriale et de ses complications sur l'histoire naturelle d'un patient, accident thrombotique, démence vasculaire, hospitalisation ou récidive d'hospitalisation, ou que ce soit finalement la réflexion sur le nouveau parcours de soins que l'on pourrait proposer à ces patients et l'intégration de la gestion des anticoagulants. Alors vous avez ici, dans ce tableau, un certain nombre de complications classiques qui sont associés à la fibrillation atriale et où finalement, nous, cardiologues, on est probablement en première ligne pour gérer ici la cardiopathie rythmique, là, la dysfonction ventriculaire gauche à fraction d'éjection réduite ou pas, faire le bilan d'un accident vasculaire cérébral. Et puis quand on suit ces patients, eh bien, on voit qu'ils développent déclin cognitif, parfois troubles de la thymie, qui reviennent plusieurs fois en hospitalisation et que leur qualité de vie est altérée. La technologie ou les médicaments nous apprennent parfois aussi à repenser la pathologie. Tant qu'il n'y avait pas de médicaments pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, eh bien, on traitait la fraction d'éjection réduite et puis on disait il n'y a pas de traitement. Puis depuis qu'il y a des traitements pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on a rephénotypé cette pathologie, on a commencé à comprendre ou à s'intéresser à cette pathologie différemment. Eh bien, il en est de même de la fibrillation atriale. La détection par les petits outils dont on va vous parler, qu'ils soient embarqués ou non, nous a permis de nous rendre compte que derrière ce mot se cachaient en fait des patients qui avaient des présentations et des phénotypes très variés. Et ce n'est pas juste pour vous faire part de cette nosologie, c'est aussi pour vous sensibiliser que la prise en charge va être d'autant plus complexe. Une fibrillation atriale induite ne va pas être prise en charge de la même manière qu'une fibrillation atriale chronique permanente. Une paroxystique ne va pas être prise en charge pareil qu'une fibrillation atriale qui s'est compliquée d'une cardiopathie atriale. Donc on voit déjà que dans le futur, les techniques de dépistage non seulement vont dépister les patients, mais vont aussi nourrir une réflexion de personnalisation du traitement. Et je pense que cette diapositive incarne bien cet aspect très hétérogène d'une maladie qui porte en fait le même nom. Un tableau ici pour vous montrer qu'est-ce qui peut occasionner une fibrillation atriale et pourquoi finalement la fibrillation atriale fait le lien entre des facteurs de risque et des complications. Je vais vous citer 3 situations caricaturales. L'obésité, c'est un facteur de risque connu et reconnu d'induction de fibrillation atriale. Le syndrome d'apnée du sommeil, l'hypoxie ou l'hypoxémie chronique, est une gâchette à l'initiation de la fibrillation atriale. Et puis, par exemple, le post-opératoire. Et on a tous des patients qui, dans les suites d'une chirurgie, développent une fibrillation atriale. Eh bien, ces 3 situations, en fait, incarnent un dépistage et une prise en charge complètement différentes. Ici, la prise en charge par PPC va diminuer l'incidence de la fibrillation atriale récurrente. Là, la perte de poids, on a déjà des études avec les analogues du GLP-1, réduit l'incidence des FA.
Et en dernier recours, la FA post-opératoire va être traitée ou non selon la situation clinique. Et c'est pour cela, par exemple, qu'une démarche spinale, qui est la prescription d'un anticoagulant pour quelqu'un qui est en FA, doit être réévaluée à l'aune de ces phénotypes différents. Le traitement par anticoagulant au long cours pour des gens qui font une fibrillation atriale induite, vous voyez quasiment le niveau de preuve le plus faible, 2AC, autrement dit la FA induite par l'obésité, la FA induite par une intervention, une infection, n'est pas nécessairement une FA qu'il faudra protéger de la même manière qu'une FA paroxystique ou permanente. Alors comment on va diagnostiquer cette fibrillation atriale ? Les choses sont claires, et ça va faire le lit de mon propos sur le dépistage en population générale. Comment on diagnostique cette fibrillation atriale ? Par la confirmation sur un électrocardiogramme du diagnostic de cette FA, et ça montre déjà toute la difficulté, le bon électro au bon moment pour faire le diagnostic de la fibrillation atriale. À cela, on rajoute 2 couperets, la durée de l'enregistrement, et troisièmement, on peut se servir des enregistrements de dispositifs embarqués pour exclure les artefacts et parfois s'assurer qu'on n'a pas dépisté quelque chose qui n'est véritablement pas de la fibrillation auriculaire. Alors comment on va dépister ? Il y a 2 stratégies, l'une assez logique qui s'inspire des méthodes classiques de détection, c'est-à-dire tout ce qui est dérivé de l'analyse électrocardiographique du signal. Alors selon les dispositifs qui sont représentés ici, de l'appareil classique à 12 dérivations à l'enregistrement sur des devices dits intelligents, t-shirt connectés ou biotextiles, eh bien vous avez ici un certain nombre de stratégies qui se différencient par la qualité du recueil, la durée de recueil et la sensibilité à la spécificité de la mesure selon le nombre d'électrodes que vous allez pouvoir enregistrer. Et ces 3 items, en fait, vont qualifier et quantifier cette fibrillation et vous allez pouvoir prendre une décision sur la manière de la gérer. L'autre volet, c'est toutes les stratégies qui sont basées sur ce qu'on appelle les approches non électrocardiographiques. Donc, ça va de smartphone posé sur l'index pour faire une extrapolation d'un signal photoplétismographique et le transformer en signal électrique, à l'analyse de la voix ou à l'analyse, par exemple, de la coloration faciale, mais aussi les stratégies de mesure de pression artérielle avec une technique d'oscillométrie couplée à une extrapolation de l'enregistrement du pouls. Ces méthodes ne doivent pas, à ce jour, être considérées comme des méthodes diagnostiques. L'apanage de la méthode diagnostique reste le recueil d'un signal électrique traditionnel. Et ces méthodes-là sont plutôt des méthodes d'indication, d'orientation, mais pas des méthodes aujourd'hui reconnues comme des méthodes diagnostiques. On pourra faire le parallèle, peut-être, Benoît, avec la mesure de la pression artérielle. Alors, en population, comment on va développer cette stratégie de dépistage de la fibrillation atriale ? Alors, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi on parle de la population alors que moi, je vois des individus ? Parce qu'en fait, c'est la manière dont vous allez développer une stratégie de dépistage dans votre population de patients. On ne parle pas nécessairement du dépistage de la FA dans la population générale, mais dans votre population, dans votre patientèle, quelle stratégie de dépistage pouvez-vous mettre en place ? La première chose, c'est qu'il faut, quand on le peut, faire cette stratégie de dépistage avec un enregistrement électrocardiographique qui est le gold standard, mais on ne peut pas faire des 12 dérivations tout le temps à tout le monde. D'accord ? Donc on va baisser le filet. Et on va baisser le filet en adaptant la stratégie de dépistage au profil patient. Si vous voulez faire un dépistage, je dirais, traditionnel, eh bien, à chaque fois qu'il va y avoir un contact avec un personnel de santé, vous pouvez imaginer faire un enregistrement et on peut extrapoler à la rencontre avec un pharmacien, un kiné, un infirmier ou une visite chez le médecin généraliste ou le spécialiste. L'autre façon, c'est ce qu'on appelle la stratégie bazooka, je dépiste chez tout le monde à chaque fois qu'il voit un professionnel de santé, ou la stratégie sniper, c'est-à-dire je dépiste chez quelqu'un où j'ai plus de chances de dépister une fibrillation atriale, le sniper étant de se servir soit du score Schatz-Vasque, soit de l'environnement du patient pour vous dire, ben voilà, lui, il a plus de 75 ans, il est diabétique, il est hypertendu, il est obèse, il y a probablement de fortes chances que j'arrive à dépister une fibrillation atriale. Et in fine, vous avez 3, je dirais, stratégies de dépistage selon les profils de patients que vous voyez quotidiennement. Les patients qui ont fait un événement, c'est le classique bilan post-AVC. Les patients chez lesquels vous voulez capturer une fibrillation atriale parce que vous avez une suspicion clinique, mais pour lesquels vous n'avez pas de diagnostic établi sur la base d'un électrocardiogramme. Et puis les patients, stratégie peut-être plus sniper, qui cumulent des facteurs de risque. D'accord ? Donc, en général, cette approche proposée par les recommandations européennes, eh bien, cette approche, elle va varier.
quand vous êtes dans le poste AVC, à partir de la date index, vous allez mettre en route une stratégie de captation. Donc c'est en général au moment de l'hospitalisation par télémétrie ou par Holter ECG longue durée, mais en général toujours avec une stratégie électrocardiographique, enregistrement prolongé de cet électrocardiogramme. Plus l'enregistrement est long, plus la chance de détecter est importante. Plus vous démarrez proche de l'événement index, plus la chance de détecter est importante. Lorsque vous avez un patient qui a plus de 65 ans et qui a des risques de développer une complication, c'est le dépistage opportuniste. À chaque fois que je rencontre un professionnel de santé, je peux proposer à quelqu'un de se faire un électrocardiogramme. Cette stratégie, elle était à l'origine de certains essais où on a proposé, par exemple, à des patients de se faire un électrocardiogramme 2 fois par semaine pour essayer de dépister une fibrillation atriale et la prendre en charge. Et en général, c'est probablement une des stratégies qui pourrait être celle où on pourrait utiliser le dépistage avec des appareils non électriques, donc photoplétismographie, et puis affiner le dépistage avec des appareils électriques. Enfin, chez les patients qui cumulent les facteurs de risque, on va dire classiquement les facteurs du Chasles-Vasque, ou ceux qui sont très âgés, plus de 75 ans, ou ceux qui sont un peu moins âgés et qui cumulent les facteurs de risque du Chasles-Vasque, ou ceux qui n'ont que les facteurs du Chasles-Vasque, là, on va développer une stratégie plutôt, je dirais, adaptée à votre établissement. Donc, est-ce que tous vos patients sortent avec un cardia ? Tous vos patients sortent avec une proposition de faire un enregistrement électrocardiographique quelque part. Et on va, à partir de là, développer des stratégies. Mais vous voyez, à la différence des 2 premières situations, le niveau de preuve proposé pour le dépistage en population est plus faible parce que c'est très coûteux, c'est très complexe et ça nécessite une organisation quasi institutionnelle. Les conséquences, c'est ce qu'on appelle, c'est l'acronyme AFCARE. Une fois que vous avez dépisté et diagnostiqué, eh bien, vous allez prendre en charge les facteurs de risque de cette fibrillation atriale, prévenir le risque thromboembolique, gérer les symptômes avec des stratégies pharmacologiques ou non pharmacologiques et surveiller vos patients pour prévenir l'histoire naturelle que je vous ai détaillée dans la première diapositive. En fait, pour terminer, 2 diapositives, l'une pour essayer de voir si ça marche, est-ce que ça sert à quelque chose. Et en fait, ces 2 études, elles sont intéressantes, elles ont été publiées dans le Lancet à peu près au même moment. À gauche, Stroke Stop, c'est une étude où on a proposé de faire des enregistrements électrocardiographiques de façon répétée à des sujets. Donc ça s'apparente un peu à d'autres études qui ont été faites par exemple au Pays de Galles. Et puis si FA était identifié, on proposait un traitement anticoagulant et vous voyez qu'il y a une réduction, alors qui n'est pas cliniquement significative, moins 4%, mais qui est statistiquement significative. Donc en gros, si vous faites un électrocardiogramme de façon répétée dans une population identifiée et que vous dépistez de l'AFA et que vous traitez, vous gagnez quelque chose. À droite, vous avez une étude similaire où on a regardé l'enregistrement par reveal. Donc on se dit la fiabilité du signal est meilleure, la durée de l'enregistrement est meilleure, l'activation par symptômes est meilleure, mais finalement, même si on a l'impression que les courbes divergent davantage, mais vous voyez que la baisse d'événements n'est pas statistiquement significative. Alors pourquoi cette différence? Et ça fait un peu le lien avec le début de ma présentation. C'est l'hétérogénéité du tableau et la sévérité de ce qu'on appelle une fibrillation atriale qui nécessite d'être traitée. À gauche, si vous avez un électrocardiogramme qui enregistre une FA installée de durée longue, qui est bien qualifiée, eh bien vous avez probablement une FA qui est à risque embolique beaucoup plus importante que ces petites fibrillations atriales que vous détectez sur un reveal qui sont probablement moins emboligènes. Donc, en conclusion, faut-il dépister la fibrillation atriale en population générale? Il y a forcément des avantages, je pense que vous avez compris, prévenir les accidents thrombotiques, prévenir le remodelage électrique ou myocardique, s'assurer que l'histoire naturelle de nos patients n'évolue pas vers la démence, vers l'altération de la qualité de vie. Mais il y a aussi des risques, ou on va dire des désagréments. C'est la gestion de l'anxiété, parce que quand vous commencez à donner des appareils de mesure de rythme cardiaque à vos patients, c'est comme les mesures de pression artérielle. Selon la psychologie de vos patients, ils vont vous envoyer des tracés tous les jours, ils vont se faire des électrocardiogrammes de façon répétée, sans véritablement apporter une information pertinente, mais ça génère de l'anxiété, ça génère du stress. Il peut y avoir du surdiagnostic ou du surtraitement. Et puis, on peut aussi détecter des choses qui n'ont rien à voir avec la fibrillation atriale, qui vont être traitées à tort et qui vont entraîner des complications. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans le temps qui m'était imparti, puis je serai ravi de répondre à vos questions. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir le professeur Roland Asmar de Paris.
et qui va nous parler d'un de ses sujets favoris, et qui c'est un maître en la matière, qui est la mesure de la pression artérielle. Alors, Roland, la question est simple. Quoi de neuf dans la mesure de la pression artérielle ? Quoi de neuf ? Merci beaucoup d'abord. Je suis ravi d'être parmi vous. En effet, je fais partie d'un groupe de travail à la Société européenne d'hypertension artérielle. C'est comme ça. Et ce groupe est, à mon avis, l'un des plus actifs et qui a beaucoup participé à faire changer les choses. Donc, quand tu m'as demandé de faire le topo, je me suis dit, quels sont les points les plus importants où on a vraiment changé votre pratique de tous les jours? Parce que je suis persuadé que, vous ne l'avez pas constaté, mais il y a eu un changement considérable dans la pratique de tous les jours, et ça ne fait que commencer. La première chose sur la mesure de la pression artérielle. Si je prends la mesure de la pression artérielle, il y a 3 semaines ou 1 mois, on nous disait quoi? Ça, c'est la société de cardiologie. Donc, vous devez la croire. Ce n'est plus la société d'hypertension. C'est la société de cardiologie. Il vous dit utilisez des appareils automatiques. Il y a 2 messages là-dedans. On ne veut plus que vous preniez l'attention. C'est clair. Ça fait des décennies, on se bat, on ne veut plus que vous preniez l'attention. Parce qu'il y a des études qui montrent que ce n'est pas aussi fiable que les appareils automatiques. Je passe le détail. Le deuxième élément, c'est utiliser des appareils, mais utiliser des appareils validés. Ce mot, croyez-moi, on a mis 15 ans pour l'ajouter dans les recommandations. Donc, utiliser des appareils automatiques validés. Puis une fois que vous faites ça, eh ben moi je suis très content pour vous. Mais gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous, parce que si vous êtes dans la majorité des patients, c'est-à-dire tant que le patient est jusqu'à 160 mm de mercure, moi j'ai 3 points d'interrogation sur son profil. Donc faites une mesure loin du milieu médical. Faites une mesure loin du milieu médical. Je vous rappelle, pour les plus anciens parmi vous, que vous vous moquiez de moi quand on a commencé à faire le holter tensionnel en disant « Roland, quoi, tu veux mettre des Walkman aux hypertendus maintenant ?» Donc maintenant, on vous dit que le diagnostic... voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, maintenant, on vous dit que le diagnostic, ce n'est plus vous qui le faites, sauf quand il y a des urgences ou une HTA sévère, c'est la mesure loin du milieu médical. Le seul point d'interrogation qu'il y a, et là, de différence entre la Société européenne d'hypertension et de cardiologie, la Société européenne de cardiologie, c'est cette fibrillation auriculaire. En cas de fibrillation auriculaire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise un appareil automatique ou je la mesure avec la méthode auscultatoire, avec mes oreilles, 1 fois, 2 fois, 3 fois? La conclusion, peu importe ce que vous allez faire, que ce soit l'un ou l'autre, si vous utilisez un appareil, il faut qu'il soit validé dans l'arythmie, ce qui n'est pas le cas de tous, donc ça complique. Et si vous voulez la prendre avec vos oreilles, répétez et prenez une moyenne. C'est le mieux qu'on puisse faire et qu'on sait faire. On va aller dans l'autre sens plutôt. Voilà. Si vous utilisez un appareil, utilisez un appareil à usage professionnel. Donc, ce n'est pas l'appareil que vous allez recommander à l'automesure. Ça n'a rien à voir. Le groupe dans lequel je travaille, on a publié un papier, on a réfléchi. Qu'est-ce que le médecin, de quoi il a besoin? Je vous donne 2 features, 2 caractéristiques de l'appareil dont vous avez besoin. 1, de passer, comme vous voulez, à l'appareil manuel, au mode manuel, c'est-à-dire comme vous voulez. Dans l'enquête que tu as montrée, j'ai vu il y a 6% où il y avait des doutes. Eh bien, on a des doutes, on met le bouton sur manuel, je prends mon stéthoscope et l'appareil, je contrôle mon appareil parce que je n'ai pas confiance. La deuxième caractéristique qui pour moi est la plus fréquente, c'est que ce soit des mesures répétées à intervalles réguliers que moi je veux définir. Je veux 5 mesures, une toutes les minutes, une toutes les 30 secondes. Bon, il ne faut pas descendre en dessous, etc. Donc, on a publié un papier sur ces caractéristiques des appareils professionnels, de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'il faut, avec des histoires sur le brassard. Le brassard, il y aura beaucoup de changements. Il y aura beaucoup de changements parce que c'est un point majeur de la mesure de la pression artérielle. Il y aura beaucoup de changements. Je rigole avec les collègues, je leur dis, écoutez, quand on va trouver la solution, tous les appareils seront sans brassard. Donc,
il y a des points assez compliqués. L'histoire du brassard, vous savez que ça dépend de la circonférence du bras, ça dépend de la forme du bras, ça dépend de la composition du bras, le tissu sous-cutané, l'épaisseur, etc., etc. Vous allez voir arriver sur le marché des brassards de plus en plus coniques, pas rectangulaires. En réalité, il n'y a pas de différence entre les deux chez tout le monde. Mais dès qu'on commence à aller dans l'obésité, au-delà de 35 cm, il y a une différence. Mais pour changer ça, il y a beaucoup de technicité. À mon avis, on ne le verra pas dans les 2 années. Et il y a énormément de lobbying. On se heurte à un lobbying très puissant aux États-Unis sur l'histoire des brassards. Donc, c'est un sujet, mais c'est un sujet qui est très sensible, mais qui va certainement évoluer. Là aussi, on a publié des recommandations, des consensus sur le brassard, quel type de brassard, comment il faut l'utiliser. Je vois qu'il y a des fabricants parmi nous. S'il vous plaît, respectez ça et essayez de fournir les brassards selon les différentes populations, le brassard standard, le brassard obèse, le brassard très obèse, etc., etc. Puis, vous avez tous entendu parler de la pression de la nuit. Vous avez vu ces papiers qui montrent que la pression de la nuit est parfois, dans certaines études, est plus importante que celle de jour et celle de 24 heures. Et donc, il faut s'intéresser à la nuit, à l'apnée du sommeil, vous le faites tous les jours, etc. Mais la pression de la nuit, au-delà du deeper et du non-deeper, puisque vous faites tous, on est tous des cardios et on fait ça, au-delà de ça, la pression de la nuit est très intéressante. Et là, les fabricants vont vers quelque chose les appareils, ils l'adaptent. Ça, c'est un des appareils. Je ne sais pas si ça existe en France ou pas encore. Ça existe. Donc, c'est des appareils d'automesure. Honnêtement, moi, je l'ai essayé. C'est bluffant. On ne l'entend, mais pas du tout. Pas du tout. C'est un appareil d'automesure. Avant de dormir, on le pose, on le déclenche. Il fait une mesure. 4 heures, il fait une mesure à 2 heures du matin, une mesure à 4 heures du matin et une mesure 4 heures après l'avoir déclenché, comme quoi je suis au lit. C'est bluffant sur le plan technicité parce qu'on ne le sent pas. On ne le sent pas. Et c'est pas mal. Et c'est certainement quelque chose qui va intéresser des gens. Je vous amène petit à petit vers quelque chose. Vous allez voir que ces appareils sont en train de changer de profil. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, les appareils d'automesure, c'était Google, Made in China, et on s'en fout. C'était juste la mesure de la pression. Là, on est en train vraiment de changer de profil de cela. Et puis, Atul, Thierry nous disent maintenant la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, tu nous as montré une diapo, il y a plein d'appareils qui le font, des appareils qui utilisent les électrocardiogrammes, d'autres qui n'utilisent pas les électrocardiogrammes. Ça, c'est le 2 en 1 qui a servi à l'enquête. C'est ce que je vous disais, c'est les premières associations d'antihypertenseurs. En fait, il y a dedans le cardia et il y a dedans le home run pression, les 2 en 1. Ça. Les choses à l'avenir vont devenir un peu plus intelligentes. Et ça, c'est un des appareils qui est déjà sur le marché français ou pas encore? Okay, qui est déjà sur le marché français. Je vais vous donner 2 mots-clés sur ce type d'appareillage. C'est un tensiomètre normal, sauf qu'il a collecté les données. Et à partir du moment où on a collecté les données, on les a injectées dans des systèmes de ce qu'on appelle de machine learning, qui est une partie de l'intelligence artificielle. Et puis, on injecte dedans des logiciels, en l'occurrence c'était le Adalog, qui affine le diagnostic, et il va vous donner le diagnostic d'une FA comme s'il y avait un électrocardiogramme, alors qu'il n'y a pas d'électrocardiogramme. La problématique pour nous est, on ne peut pas, parce que les recommandations nous disent confirmer le diagnostic avec une dérivation, un ECG, et là ils ne nous disent pas. Mais c'est bien, parce que ça exige maintenant des fabricants d'aller de plus en plus dans le détail. Je vous disais que les appareils sont en train d'évoluer, ils deviennent multiparamétriques, et ça, c'en est un qui vous propose de faire tout le check-up cardiovasculaire. C'est un appareil d'automesure de fabrication française qui est bien sur le plan tension, mais il ne fait pas que la pression, il vous fait l'électrocardiogramme, vous voyez cette bande métallique. Il suffit de mettre juste la main sur la bande métallique et vous avez des 1, la dérivation entre la main droite et la main gauche. Et vous voyez cette pastille blanche, c'est le stéthoscope. Vous appuyez, il fait stéthoscope. Et ça ne fait que commencer. Parce que s'il tient quelque chose, ça va lui faire la vitesse de l'onde de pouls.
Tout ça pour vous dire que les appareils vont devenir multiparamétriques. On a commencé par la pression artérielle. Je ne vous ai pas parlé de la pression centrale. Je ne vous ai pas parlé de la variabilité tensionnelle. Tout le monde parle de la variabilité, mais on a publié aussi quelque chose là-dessus. Jusqu'à l'arrivée du cuffless, et je terminerai, on a publié, je pense, deux papiers très importants sur ces appareils. Le premier, qui les classifie. C'est quoi un appareil sans brassard? C'est juste avoir un appareil, il y a une quantité. Là, vous avez une classification que j'avais faite en fonction s'ils sont wearable ou non, portables ou non, s'ils sont automatiques ou non, s'ils sont au niveau du cœur ou non. C'est très important parce que vous éliminez la pression hydrostatique. S'ils nécessitent une calibration ou non, etc., etc. Et surtout, comment il mesure la pression artérielle? Est-ce qu'il la mesure d'une manière intermittente, occasionnelle, automatique, les battements un par un? Je vous plains le jour où vous aurez ça, parce qu'honnêtement, moi, je ne sais pas interpréter ça. Si le patient vient avec tous les battements de 24 heures, il me dit « Regardez ma tension », je ne sais pas quoi faire avec. Donc, ça, c'était le premier papier. Et le deuxième papier, c'était « Mais il faut les valider ». Tout le monde dit « Ne les achetez pas, c'est des bricoles, ce n'est pas scientifique, etc. » Mais il faut que quelqu'un réfléchisse. « OK, venez, qu'est-ce que vous exigez? On est des cliniciens, qu'est-ce qu'on exige ?» Donc, on s'est mis, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de temps, mais on a fait un protocole qui est assez dur, mais qui, à mon avis, tient la route, puisque ça n'engage que moi. Je pense que ça a bloqué beaucoup de gens, et ça a bloqué même le module de pression qui devait sortir dans le Apple Watch. Ça. Et il y aura des estimations. Maintenant, je pense que l'étape d'après, les gens vont commencer à le remplir. Et vous avez entendu parler de Actia, qui est une boîte suisse. Il a publié il y a quelque temps comme quoi il a eu le marquage CE, c'est ça? Le marquage CE. Et là, il vient de publier un papier comme quoi il utilise l'intelligence artificielle là-dessus. Et je finirai par ça, j'ai fini Thierry, je sais que quand je parle du sujet, je n'arrête pas, sur la nécessité de la connectivité. La connectivité, ça sera quelque chose de majeur. Regardez dans les recommandations, juste ce mot que je vous ai souligné, connecter sur un smartphone et une application. Ce n'est pas un hasard. On n'a pas envie de vous donner une courbe rouge, bleu, marron. On a envie d'avoir les données. Pourquoi on a envie d'avoir les données? Parce que je viens de vous montrer que pour la fibrillation auriculaire, en mettant de la machine learning, nickel. Je viens de vous montrer l'exemple d'Actia, que quand il a pris la machine, il a mis de l'intelligence artificielle, on veut le donner pour améliorer. Où vont les choses? Ils vont vers des appareils bien, fiables, mais certainement multiparamétriques et la santé cardiovasculaire. Voilà mon avis, voilà où nous sommes. Merci Thierry. Merci beaucoup Roland. Merci vraiment pour cette présentation passionnante. Et vous voyez que dans le domaine de la mesure de la pression artérielle, on reste complètement dans l'actualité avec des nouveautés qui sont quasiment permanentes et on n'est pas prêt de ne plus parler de ce sujet. Mais finalement, ce que vous êtes venu chercher ici, notamment, c'est comment faire en pratique. Quel message devons-nous ramener pour notre utilisation quotidienne de cardiologue et surtout, comment conseiller nos patients? Eh bien, c'est exactement la lourde tâche que va maintenant nous présenter Benoît Lequeux, qui est cardiologue libéral, mais également cardiologue hospitalier au CHU de Poitiers. Eh bien, Benoît, c'est à toi. Merci Thierry, merci Roland, merci à moi d'avoir organisé ce symposium. Et donc, moi, je vais vous parler de la mise en pratique. Alors, on va faire un cas clinique, mise en pratique. Monsieur P, 65 ans, consulte pour des palpitations invalidantes au repos, à la marge depuis 3 mois. Il n'a pas consulté depuis 1 an, il a une hypertension artérielle depuis 20 ans, traitée, bithérapie. Il a un pacemaker quand même, double chambre, implanté il y a 6 mois. Son poids est à 68 kg pour 1m75. Il a 6 ans, excuse-moi. Automesure, donc avec une nouvelle montre. Donc ça fait toujours plaisir de dire tiens, je vais avoir un patient qui arrive avec une nouvelle montre. C'est la curiosité de la consultation. Mais son examen clinique donc retrouve des bruits du cœur irréguliers et il a une pression clinique. On prend encore la pression artérielle en 2024 clinique, peut-être
pas dans l'avenir, mais en tout cas, on le fait toujours, 153,92. Il y a une biologie avec une petite hypocalémie et reste du bilan normal. Alors, voilà, ça, et donc c'est une vidéo, c'est mon patient, hein, donc c'est la vraie vie. Donc, c'est un patient qui m'amène sa montre, et puis j'avais quand même des doutes sur la montre. Alors, c'était pas les marques connues, on va pas faire de plagiat, mais en tout cas, mais c'était une montre qu'il avait achetée sur Amazon. Et je lui dis, bah quand même, posez-moi la montre sur ma table et lancez une mesure. Je me suis dit, tiens, je vais tester la montre quand même, on va voir, parce que j'avais quand même des doutes. Donc, je regarde sur lui, est-ce que vous avez un dispositif? Non, j'ai pas de dispositif. Donc, il lance avec une petite toupiote qui s'affiche. Et donc, je me suis dit, bon, bah, on va pas avoir de pression artérielle. Eh ben si. Donc, la pression artérielle de la table est à 123,77. De la feuille. Donc, ça, en pratique, bah, c'est un problème. C'est un problème pour plusieurs raisons. Les gens achètent. Et les gens viennent vous voir en consultation avec ça, et après, vous devez travailler. Et en l'occurrence, le patient avait une pression clinique qui n'était pas du tout celle de la montre, et il n'avait jamais eu avec sa montre une pression artérielle anormale. Donc ça, c'est bullshit, hein, ça finit à la poubelle, même pendant la consultation. Et en fait, le problème, il est là. Le problème, c'est qu'on est à la frontière entre le wellness et le dispositif médical, c'est-à-dire que les gens sont prêts à aller acheter ces dispositifs. Donc là, on ne parle même plus de remboursement. Vous voyez que c'est un marché à 41 milliards d'euros actuellement dans le monde, et que le business et le nombre en volumétrie de millions d'appareils qui vont être vendus, en 2023, on était à 134 millions de devices, et on va monter à 456 millions en 2028. Donc les gens achètent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, puisque je vais vous parler, moi, des cuffless, c'est quand on demande aux gens, bah, finalement, est-ce que si on vous demande de faire de l'automesure ou d'utiliser les cuffless, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de montée de pression, bah, vous voyez que 93% des gens disent, bah, moi, je préfère utiliser un bracelet parce que je ne vais pas comme ça avoir à me servir de l'appareil. Et alors ça, c'est pour l'automesure, mais quand on parle de la MAPA, vous voyez que quand on dit, est-ce que la MAPA est inconfortable, bah oui, ça prend la pression artérielle toute la journée pendant 24 heures, donc c'est vraiment inconfortable. Comparé au cuffless, cuffless, il n'y a pas de mesure de pression, vous voyez, on est à 0, c'est très confortable d'utiliser les cuffless. Et si on demande aux gens, je ne sais pas, pour les cardiologues qui font de la MAPA, en tout cas, où vous faites une MAPA, voire une deuxième, c'est compliqué d'en faire une troisième chez le même patient parce qu'il en aura le bol au bout d'un moment. Et bien ça se retrouve là, vous voyez que les gens vont préférer très largement utiliser des cuffless par rapport à la MAPA. Donc, en pratique, ça veut dire qu'il y a un marché, les gens achètent, et on va se retrouver avec ces dispositifs, et c'est à nous, scientifiques en tout cas, de pouvoir les valider. Et donc, comme on vous l'a dit, actuellement, que ce soit les recommandations de l'ESH 2023 ou de l'ESC 2024, actuellement, aucun dispositif cuffless n'est actuellement validé pour mesurer la pression artérielle et pour faire le suivi des patients. Donc, ça va probablement arriver, mais à l'heure actuelle, on n'a pas le droit de les utiliser. Donc, on continue notre cas clinique. L'électrocardiogramme est en rythme sinusal. Échographie semble toute normale, enfin pas de grosses choses, une oreille gauche à 35 ml mètre carré, enfin bref, pas d'inquiétude. Et donc, il a un pacemaker comme notre patient. Donc, le pacemaker, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde, il y a 3 épisodes de fibrillation auriculaire de 1 à 3 heures. Donc, le pacemaker, lui, enregistre 24-24, 7 jours sur 7. Donc là, on a vraiment un enregistrement permanent et donc qui est survenu dans le mois. Donc, il avait des palpitations. Est-ce que je dois anticoaguler ce patient? Donc, on va faire un sondage. Qui anticoagule ce patient? Levez la main. OK. Qui n'anticoagule pas? Ah. Bon. En tout cas, la moitié anticoagule. OK. Donc ça, on vous l'a montré en effet. Là, on n'est pas sur le pacemaker, sur les dispositifs. Donc, on vous l'a dit, maintenant, il faut une ligne électrocardiographique, quelle qu'elle soit, pour pouvoir poser le diagnostic, au moins 30 secondes. Donc maintenant, tous les dispositifs qu'on a, et notamment tout ce qui est montre connectée, Samsung, Apple Watch, Wheezing, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire du moment où vous avez 7 enregistrements de 30 secondes, vous pouvez poser le diagnostic et utiliser les critères SCHATS-VASc avec une petite différence sur les recommandations de l'ESC dont je vais vous parler en tout cas, mais en tout cas, ça vous permet de poser le diagnostic. Et tout ce qui est méthode non ECG vous permet d'évoquer en tout cas le diagnostic. Et ça, moi, je m'en sers en pratique. C'est si jamais j'arrive pas à attraper le diagnostic, c'est-à-dire que j'ai fait un holter longue durée, si j'ai pas d'indication de holter implantable, bah, je fais acheter les gens une montre. Donc j'essaie d'acheter, malheureusement les prix ont un petit peu augmenté, mais ça nous sert. Sinon, vous avez des systèmes type Cardia Live Core qui vous permet avec un petit dispositif de le connecter
à votre smartphone et d'avoir un enregistrement ou le Home Run Complete dont on vient de parler. Alors le petit distinguo sur Score ChatVask, vous l'avez peut-être vu, la femme est sortie, le sexe en tout cas, est sorti du Score ChatVask puisque maintenant il n'intègre plus en tout cas le sexe en tout cas fait plus partie du scoring, donc c'est la petite différence par rapport aux dernières recommandations. Et il y a toujours l'HAS Bled. Alors l'HAS Bled, il est important, vous allez voir pourquoi il faut le faire en pratique. Donc l'HAS Bled, c'est le score de risque hémorragique. Et donc vous voyez que en aucun cas il faut utiliser ce score pour remettre en question l'indication d'une anticoagulation. On est bien d'accord, on va prendre le score ChatVask et on ne l'utilise pas ce score pour savoir s'il faut anticoaguler. Un haut risque hémorragique, c'est un HAS Bled supérieur ou égal à 3. Bon, il y a plusieurs items, je vais passer pour accélérer la présentation, mais en tout cas, retenez HAS Bled supérieur à 3 parce que ça va vous servir. Ça va vous servir pourquoi ? Parce que surtout, ce qu'on vous a montré sur le management de la fibrillation auriculaire, sur à quel moment mettre un anticoagulant, vous voyez que là, on est en recommandation 3B, c'est-à-dire on n'utilise pas le score hémorragique pour décider de la mise en place d'un traitement anticoagulant. Vous avez eu 2 études sur les pacemakers et savoir s'il fallait anticoaguler à partir des pacemakers, NoAFNet et Artesia, qui étaient des études pour dire est-ce que si on dépiste de la fibrillation auriculaire sur les dispositifs médicaux, est-ce qu'il faut anticoaguler ou pas ? Et bien, ces 2 études, donc c'est une méta-analyse qui est parue dans Circulation, montrent qu'on prévient bien le risque embolique, on diminue de façon non significative la mortalité cardiovasculaire. Vous voyez que la mortalité toute cause augmente un petit peu. Le problème, c'est qu'on explose le risque hémorragique sans augmenter le risque d'hémorragie fatale. Mais globalement, quand on fait l'association des deux, finalement, ça va en défaveur de l'anticoagulation de façon générale. Et voilà pourquoi je vous disais que c'est important de faire le score ChatVask toujours, mais l'HAS Bled. C'est la petite ligne dans les recommandations. Votre patient, donc, sur le contrôle de son pacemaker, fait de l'AFA. Et ben, c'est cette ligne en disant on peut envisager un traitement anticoagulant oral chez les gens asymptomatiques, donc sur des fibrillations auriculaires subcliniques, qui ont un risque embolique élevé et qui ont un risque hémorragique faible, c'est-à-dire HAS inférieur à 3. Donc vous pouvez anticoaguler dans ce cas de figure et pas en dehors. C'est-à-dire que si votre score HAS Bled est élevé ou votre score ChatVask est faible, on n'anticoagule pas. Donc ça, c'est la petite nouveauté dans les recommandations 2024. Pardon ? Oui, pardon, j'ai dit quoi ? Oui, on peut le considérer. Tout à fait. Avec prudence. Avec prudence. Et donc sur la mesure de pression artérielle, donc ça je finirai sur cette slide. Donc les guidelines ESH 2023 nous disent on peut utiliser avec des appareils qui sont validés. Donc cela on vous en a parlé. Vous avez un site. Comment savoir si l'appareil est validé ou pas ? C'est le site Stride BP qui vous fait tout listing en fait des appareils qui sont validés, que ça soit brassard ou au poignet, et utilisez ce site pour savoir si vous achetez un appareil, en tout cas, est-ce qu'il est valide ou pas. Et les recommandations de l'ESC, donc ça c'est le message que vous a passé Roland, c'est en tout cas de dire, normalement c'est pas validé, plutôt méthode auscultatoire, mais je pense que le message c'est de dire qu'il y a quand même des appareils qui sont validés dans le cadre de la fibrillation auriculaire, et allez bien sur le site en effet, puisque ce site référence ceux qui potentiellement peuvent être utilisés. Donc en conclusion, les cuff safe, c'est probablement le futur. Donc toute trace ECG supérieure à 30 secondes peut valider une fibrillation auriculaire. Donc une anticoagulation peut être possible, là on vient juste de le dire, mais vraiment estimer la balance bénéfice-risque très clairement chez ces patients. Et en fibrillation auriculaire, l'automesure est possible avec des appareils validés, mais on peut privilégier la méthode auscultatoire. Voilà, je vous remercie. Un grand merci Benoît pour cette présentation. Et comme on en discutait là avec Roland, effectivement, toutes les questions sont très loin, et comme l'a fait remarquer aussi Alain, toutes les questions sont très loin d'être résolues. Notamment, on va sûrement parler de la partie traitement, qui est certainement la partie la plus complexe. Et donc, on va vous donner la parole pour qu'on puisse échanger, débattre, sachant que je pense que c'est très difficile sur ce domaine-là d'avoir des
en tout cas sur la partie traitement, c'est ça que j'ai en tête, des réponses extrêmement tranchées. Donc une première question dans la salle. On a respecté le timing impeccable. J'ai une question par rapport à la présentation que vous venez de faire. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Votre patient, on prend le même patient. Je lui pose un Holter, le Holter du cabinet. Je lui trouve de l'AFA. Holter ECG. Un Holter ECG standard. Là, dans les recommandations, en théorie, si je lui trouve plus de 30 secondes de FA, je l'anticoagule. Donc comment on peut dire qu'on anticoagule une FA détectée sur un Holter ECG, certes j'aurais plusieurs dérivations, et pas sur un enregistrement d'un PM ou d'un DEF? Je ne comprends pas. Bah ça, c'est en effet les deux études AFNet et Artesia en fait, qui ont. En fait, on enregistre le Holter ECG, c'est en effet un reflet de 24 heures, et c'est vrai qu'on peut se dire qu'avec des enregistrements permanents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on va être plus sensible, mais on est peut-être beaucoup trop sensible en fait finalement pour avoir un bénéfice-risque qui va en faveur. C'est ce que disait Roland tout à l'heure. Répétitif probable. Bah, c'est ce que disait Alain tout à l'heure. Roland, pardon, c'est de dire qu'on attrape peut-être des petites fibrillations auriculaires qui n'ont pas d'impact en fait significatif en termes du risque, et finalement anticoagulé chez ces patients-là qui ont un petit peu de fibrillation auriculaire, bah, le bénéfice n'est pas en faveur de l'anticoagulation. Et du coup, il n'y a pas de recommandation, par exemple, sur les PM pour la charge en FA globale? Il n'y a pas de pourcentage? Bah ça, c'était les anciennes recommandations. Si on prend les anciennes recommandations de la fibrillation auriculaire, il y avait une sorte de gradation de charge, en effet, inférieure à 6 heures, supérieure à 24 heures. Bah, enfin, ça, c'est sorti vis-à-vis des deux en fait, publications, Artesia et AFNet, qui, justement, ont éliminé ce problème. Moi, je pense que le message, en effet, c'est de dire... C'est pour ça, moi, je pense que c'est vraiment à considérer, parce qu'un patient qui a un CHA2-VASc, je ne sais pas, à 5 ou 6, qui a un HS-BLED négatif, on peut considérer justement mettre en place un anticoagulant. Après, vous avez un patient jeune qui a un CHA2-VASc qui a 1 ou 2 et un HS-BLED qui est en effet bas, bah là, il faut réfléchir en effet. Mais c'est pas, comme on disait, c'est pas on-off. On peut considérer. On voit que c'est compliqué, que le débat, c'est ce qu'on disait, je m'en doutais, se situe exactement là, avec ces études, donc avec des dispositifs implantables, effectivement, qui nous amènent finalement plus de questions parfois que de réponses, avec aussi un certain nombre de limites dans ces études, notamment si on regarde les taux d'événements par rapport aux taux d'événements attendus, quelques interrogations également. Mais le débat, il est exactement là. Voilà. D'autres questions? Au fond. Bonjour. Oui, moi j'ai une question. En fait, ce patient-là, si vous faites un Holter longue durée, de toute façon, vous allez l'enregistrer, donc vous allez l'anticoaguler. Bah, oui. Voilà. Donc moi, en pratique, ce patient-là, en fait, moi je l'anticoagulerais. En fait, si j'ai pas calculé son CHA2-VASc, il était hypertendu, il avait plus de 65 ans. Je suis en 2, j'ai un HS-BLED qui est faible. Moi, en pratique, je pense que là, je l'anticoagule ce patient. Mais bon, après, est-ce que j'ai raison? Et j'ai quand même une question aussi pour la tension artérielle. Puisque là, vous avez présenté des appareils, notamment, là, je voyais le Omron Night View là, pour la nuit, mais ce sont des appareils qui sont poignés. Donc, en fonction de la position du patient, la mesure de la pression artérielle ne va pas être tout à fait fiable. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une bonne question, mais comme c'est le Night View, donc on est supposé être... La question de notre collègue, c'est que quand on utilise un appareil au poignet, sur le plan manométrique, les appareils au poignet sont bien, hein, mais il faut faire très attention pour éviter les marges d'erreur sur la position où on va mettre le poignet. Il faut absolument que le poignet soit en hauteur du cœur. Donc il y a des gens qui vont vous dire, demandez au patient de faire ça. Donc automatiquement, le poignet est au niveau du cœur. Ou demandez au patient de faire ça en appuyant sur quelque chose en dessous. Donc automatiquement, le poignet est là. Et comme j'ai montré l'appareil Night View qui va utiliser sur le poignet la nuit, notre ami dit, et la pression hydrostatique, qu'est-ce qui se passe? On considère qu'il est en décubitus, donc le poignet est au niveau du cœur. Voilà. Moi, je veux revenir à la... oui, ou bien, voilà, l'époux ou l'épouse. Moi, j'aimerais bien revenir à la question, parce qu'on parlait tout à l'heure, et vous avez remarqué que j'ai participé à beaucoup de recommandations de consensus. Et honnêtement, l'impression que j'ai eue à la lecture des recommandations de la Société européenne, et je ne suis pas contre le SC, je suis à l'ESH, mais je ne suis pas contre le SC, j'ai trouvé, et j'aimerais avoir votre impression, et notamment Atul, toi,
j'ai trouvé qu'il poussait un peu trop dans le sens de l'anticoagulation. Ce n'est pas ma spécialité, l'AFA, mais c'est l'impression que j'ai eue. Parce que quand tu lis le détail, paf, et surtout, dans certains cas, ne prenez pas en considération, je me suis dit, j'ai mal compris, j'ai été voir les vidéos, en fait, tu as une formation pharmaco-clinicien, ça m'intéresse ton point de vue, parce que est-ce qu'on prend assez le ratio bénéfice-risque? Voilà la question. Moi, je crois la difficulté, c'est comment on passe d'une évidence à la pratique clinique. C'est pour ça qu'on est embêté. Parce que l'évidence clinique, vous pouvez dire, j'ai une FA sur un holter, je vois un patient qui est symptomatique, on a envie de traiter. D'accord. Mais, je vais répondre et puis après je vais analyser. Mais moi, des fois, je me suis dit préférence patient, parce qu'il y a tout en ça dans les recos. Donc, moi, des fois, j'explique mes doutes à mon patient. Je dis, voilà, moi, j'aimerais bien vous anticoaguler, mais il y a un risque de saignement. D'accord. Et puis, en fait... souvent, ils vous disent, mais vous feriez quoi à ma place? Vous décidez pour moi, je vous fais confiance. Bon, en fait, ils ne vous aident pas. Mais en fait, on est vraiment embêté parce que dans cette situation clinique, on doit gérer le bénéfice et le risque. Et donc, pourquoi on est dans cette situation que tu décris? C'est parce que les évidences, aujourd'hui, ne sont pas là. Il n'y a pas d'évidence. Ça veut dire que si vous traitez quelqu'un avec un anticoagulant parce que vous avez enregistré de l'AFA sur un truc embarqué, aujourd'hui, il n'y a pas d'évidence pour démontrer que... Ça fait aussi référence, je pense, à l'hétérogénéité de l'AFA. Comme beaucoup de situations cliniques. Nous, on a défini l'AFA, irrégularité du rythme, absence d'onde de paix enregistrée sur un électrode de plus de 30 secondes. Mais ce n'est pas la même maladie. L'AFA post-opératoire, l'AFA de Reveal, l'AFA de l'électro, l'AFA enregistrée sur un DEF ou un autre appareil, ce n'est pas la même maladie. Mais on veut la traiter de la même manière, on veut la diagnostiquer de la même manière. Donc ça explique cette discordance entre les évidences et les recommandations. Et je reviens, bazooka sniper, parce que les recommandations, elles ont une portée politique. D'accord. Pourquoi il y a le cholestérol non HDL? Il n'y a pas la mesure du LDL cholestérol. Parce qu'il y a des pays où on ne dose pas le LDL. Donc, les recommandations, les anglo-saxons disent « guidelines are not guidelines ». Ce n'est pas parce que ce n'est pas la parole de Dieu. La preuve, on est là, on en discute et on peut les mettre en cause. Donc, je crois que les recommandations, c'est l'épreuve. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme étude? Ou les évidences. Qu'est-ce qu'on en fait? 1, 2, 3, je dois le faire. Je dois donner un SGLT2I à un insuffisant cardiaque avec une fraction d'éjection réduite. On ne discute pas. Je peux le faire, ou je ne le fais pas. Et en fait, la distorsion, elle vient de là. Elle vient du fait que je crois qu'aujourd'hui, le niveau d'évidence, il est assez faible. On n'est pas assez bon. Il faut faire encore de la science. Donc, on reste dans des situations un peu intermédiaires. C'est ce qu'a rappelé Alain tout à l'heure. De toute façon, on fait de la médecine. Et la médecine, c'est compliqué et c'est souvent gris. Je trouve que le patient à risque, surtout patient hypertendu, s'il fait une fibrillation auriculaire, même les passages très courts, même si on nous retrouve par n'importe quel moyen, il le refera. C'est faire une fibrillation auriculaire même une seule fois, c'est comme être enceinte. On ne peut pas être un tout petit peu enceinte. On est enceinte ou non. La même chose avec la fibrillation auriculaire chez les patients à risque. Et j'avais un cas, le patient sur le holter, il a plusieurs extrasystoles supraventriculaires, il a les doublettes, il a les petits salves. Et le patient à risque, valvulopathie pas significative, mais la dilatation modérée de l'oreillette gauche. J'ai appelé le médecin traitant, j'ai eu le patient devant moi, et en triumvirat, j'ai dit au médecin traitant et au patient en même temps, j'ai dit, je trouve qu'il faut prendre ce risque et il faut anticoaguler, parce que j'ai peur qu'il va faire cette fibrillation auriculaire. Et on décide ensemble, et j'écris dans le courrier qu'on a pris la décision ensemble. Et la visite suivante, il a fait la fibrillation. J'ai fait Holter et je trouve la fibrillation. Et je trouve que j'ai bien fait parce qu'il pouvait faire un AVC entre-temps. Encore une fois, c'est tout ça. Et c'est pour ça qu'on débat aujourd'hui. C'est notre travail de tous les jours. Et peut-être dans ce que vous dites, ça répond à votre question, c'est la gestion de l'environnement. C'est-à-dire dépister l'apnée du sommeil, prendre en charge l'hypertension artérielle, contrôler le poids, promouvoir l'activité physique, gérer les autres comorbidités. C'est aussi une façon de répondre à la question. C'est-à-dire quand vous êtes dans une situation qui n'est pas évidente, s'occuper du reste, c'est une stratégie. Après, les histoires de chasse, c'est terrible, mais
on a tous des histoires. Moi, j'aime pour raconter une histoire. Un patient, je me suis battu qui prenne des anticoagulants, mais pas caricatural. Allez-y, essayez de toucher pas. Et en fait, au bout d'un ancien chanteur, un gars en très bon état général, qui avait une vie magnifique, et ça m'a mis 6 mois. Il est parti à Hambourg, à Genève, à Londres, il a demandé ses actions. Il a pris des anticoagulants. 3 semaines après, il faisait l'hémorragie. D'un côté, drainé neurochirurgicalement. De l'autre, drainé. Bon, avec les séquelles, il a récupéré. Je m'en veux. Mais bon, j'ai fait ce que les recommandations disent. Et lui m'a dit, vous savez, docteur, je vous avais dit que je ne voulais pas les prendre. Je lui ai dit, oui, je sais, mais... Donc, c'est pas que je discute avec vous, c'est qu'on a tous des histoires. Mais la seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a les études. D'accord ? On a les études avec les AOD. On a les recommandations. On a la pratique clinique. On a l'environnement. Et puis, il y a le gris. Alors, sur le holter, on a parfois une extrasystolie supraventriculaire très importante. L'extrasystolie supraventriculaire et l'antichambre de la fin. Donc, est-ce qu'il y a un pourcentage comme pour les extrasystoles ventriculaires? Moi, je me base sur... C'est de savoir si beaucoup d'extrasystoles auriculaires sur un holter justifie, est-ce qu'il y a un nombre d'extrasystoles qui permet... Non, en fait, il faut que vous attrapiez cette base électrique. Même s'il y a en 5% fait, sur 24 heures. en fait, je pense que c'est la place justement de tous ces outils connectés qu'on peut avoir électro qui font une bande, quelle qu'elle soit, que ce soit celui qu'on vous a présenté ou une montre, les gens ont de plus en plus de montres, hein, c'est ce que je vous montrais sur volumétrie, les gens de plus en plus, regardez dans vos patientèles sur une consultation le nombre de patients qui ont des montres faisant un électrocardiogramme. Et ben c'est là qu'il faut s'en servir. Mais vous n'avez pas le droit d'anticoaguler parce que chacun des histoires de chasse a tout le madame dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Mais je pense qu'il faut valider quand même. Je peux poser une question? Le docteur Garbon a un commentaire à votre question. Il y a encore des places pour des questions ou pas du tout? Oui, bien sûr, il nous reste 10 minutes, donc non, on va pouvoir continuer. Oui, en fait... Deux points, je suis pas un rythmologue, hein, mais entre l'impact au niveau de l'oreillette, hein, entre les extrasystoles auriculaires et la fibrillation atriale en termes de ce qui se passe, en termes de viscosité, de modification des conditions rhéologiques, n'est pas tout à fait le même, donc ça rend les choses difficiles. Est-ce que c'est un prédicteur de survenue de fibrillation atriale? Et c'est ce à quoi j'étais en train de réfléchir, et ça fera l'objet notamment d'une session auquel je vous invite demain sur la place de l'intelligence artificielle dans l'aide à la prise de décision médicale. Demain, vous allez avoir des outils, ça s'appelle le SADM, un système d'aide au diagnostic médical, qui vont vous aider à profiler le niveau de risque des patients et notamment le niveau de risque d'événements. Ça ne veut pas dire que ça va se substituer à vous, mais vous aurez une aide à la prise de décision médicale. Ça ne va pas se substituer à notre jugement clinique parce que l'IA, elle ne voit pas le patient comme nous, on le voit en consultation, mais ça va modifier un petit peu notre expertise clinique et en tout cas, ça va être un nouvel élément qu'il va falloir intégrer dans notre réflexion. Alain. Alors, moi, je voulais savoir s'il faut avoir une stratégie sur la durée des anticoagulants lorsque, par exemple, les facteurs, en fait, les conditions ont été corrigées. L'obésité, l'apnée du sommeil, parce que j'ai une patiente, donc une jeune patiente, FA paroxystique, ablatée finalement, mais qui derrière fait sa chirurgie bariatrique. Donc, on est à 1 an, hypotension maintenant, donc je retire les antihypertenseurs. Elle fait plus de FA, j'ai quand même essayé de suivre avec des haltères. Elle a perdu 40 kilos, on va dire. Qu'est-ce que je fais? En fait, cette patiente qui vient me voir, elle me dit, mais docteur, ça fait 2 ans en fait, qu'au final, je ne fais pas d'arythmie. J'ai perdu 40 kilos, ma tension, elle s'est normalisée, voire elle est basse. Je continue les anticoagulants? Après, elle faisait de l'apnée du sommeil, votre patiente? Alors après, c'est savoir est-ce que c'est un facteur correctif ou pas, en effet. Alors moi, je connais bien le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, il faut être
prudent sur les appareillages en se disant je contrôle mon patient avec une PPC, etc. Parce qu'il faut savoir que l'observance de la PPC, vous le savez, c'est pas du 100%. Donc si vous considérez que l'AFA peut être corrigée par une PPC ou que vous corrigez ça en apnée du sommeil, c'est faux parce qu'il y aura toujours sur le suivi des moments où le patient ne mettra pas son appareil. Après, c'est sur la cause des facteurs correctifs. Donc Atul, tu nous as présenté tout à l'heure des facteurs aigus. Vous prenez une hyperthyroïdie par exemple, c'est pas la même chose qu'un environnement particulier que vous pouvez avoir. Alors après, tu peux peut-être répondre sur les facteurs, mais en fait, pour vous l'obésité serait directement liée à la fibrillation auriculaire. C'était le mécanisme en fait principal. Parce que est-ce qu'il n'y a pas une autre cause ou pas? Parce que attention, cause aiguë, vous prenez une hypocalémie à 3 qui provoque de la fibrillation. Oui, vous pouvez mettre en cause une indication. Une hyperthyroïdie, oui, donc il y a des facteurs, une infection. Mais après, il faut toujours, moi j'avais appelé ça, quand j'étais externe, un triangle de Koumel. Vous avez toujours le substrat en dessous de la fibrillation et après des facteurs actifs. Est-ce que le patient a de base un substrat? Est-ce que finalement vous avez traité en fait le facteur aigu? Et méfiance toujours à ce substrat qui est présent chez le patient. Il faut toujours avoir notion de ça. Atul, je ne sais pas si tu veux... C'est une très bonne question. Général, fraction d'éjection qui s'améliore chez un insuffisant cardiaque, disparition des événements rythmiques sur le suivi. Mais bon, FA un jour, FA toujours. Bon, je veux dire, parce que c'est pas parce que vous détectez pas qu'il n'y a pas, ça peut être silencieux, ça peut être symptomatique. Il y a une cardiopathie atriale ou ventriculaire qui peut être, maintenant on fait du strain de l'atrium, on sait qu'on définit bien cette nouvelle type d'entité myocardique. Le facteur de risque, ça n'est un, bien sûr. On sait que de perdre du poids, ça diminue une gâchette, mais ça n'a pas résolu l'ensemble du tableau. Donc, moi, je crois que vous avez un substrat permanent, puis après l'âge qui se surajoute, votre patient maigrit mais vieillit. Il y a d'autres facteurs environnementaux qui peuvent se surajouter. Donc, moi, je crois malheureusement, c'est très dur d'arrêter un traitement par anticoagulant chez quelqu'un pour lequel vous avez une signature de FA, même si des événements connus semblent s'amenuiser. Donc, je n'arrêterai pas. Et puis, il y a un risque, c'est ma casquette de syndicaliste, etc. Il y a un risque médico-légal qui est... Alors, on peut, parfois, il faut savoir aussi être courageux, mais il faut quand même avoir ça en tête. Je profite du panel, parce que je ne suis pas du tout rythmologue. J'ai une observation et une question. L'observation, elle est de l'imageur. Quand on me demande de faire des ETO pendant une ablation de FA ou un choc, je découvre des valvulopathies significatives, souvent des tricuspides qui fuient, qui n'ont pas du tout été vus. Et donc, j'aimerais juste aussi alerter sur le fait qu'il est vraiment essentiel quand même d'être sûr que cette FA, entre guillemets, idiopathique, s'inscrit ou non dans le cadre d'une valvulopathie. Moi, j'ai quand même 10 à 20% de valvulopathie sévère que je découvre. Et j'aime bien le modèle que tu as vu avec le stéthoscope. Parce que finalement, le stéthoscope, il va te dire il y a quand même un souffle. Et moi, j'aimerais le même avec une petite sonde d'écho. Tu leur diras à Withings. Alors, ça existe. Hein. On l'avait montré l'an dernier. Donc, il y a un patch qui a été notamment développé par l'équipe de San Diego, qui est en test actuellement. Et donc, c'est en recherche actuellement. Super. Question pour le panel, parce que j'ai de temps en temps des malades comme ça. 50 ans, dirigeant d'entreprise, donc un petit stress. Il a sa montre connectée. Il vient me voir parce qu'il fait clairement de la FA. Enregistré, documenté, à la fin de ses séances de gym du samedi matin. Bon, c'est documenté, il en fait à chaque fois. Donc, est-ce que l'effort ou la récupération de l'effort est en soi un facteur de risque? Et qu'est-ce que vous proposez? Voilà, c'est ça, c'est les FA, mais qu'on voit chez les sportifs, en fait, finalement. Alors après, il n'y a pas de distinguo. Là, c'est vraiment l'évaluation du risque que vous devez faire, qu'il soit sportif, quel que soit il y a le substrat, en fait, c'est ce qu'on disait. Donc, en fait, tous les sportifs ne font pas de FA. Et donc, les sportifs qui font de la FA, en fait, ont ce substrat. Donc, s'il est en Schatzbach élevé, il rentre dans les critères à part entière. Donc, il n'est pas dedans? Donc là, il n'y a pas en bénéfice-risque, il faut le laisser, il faut bien lui expliquer. C'est pareil. Hein, donc, c'est vrai que moi, ce type de patient où on se pose la question anticoagulation ou pas, je mets très clairement sur la table le pour et le contre en disant j'en suis là et on discute. Et je pense que c'est dans ces cas de figure où, Atul, tu disais je demande à mon patient, quand tu as des cas francs, tu as la conviction, tu le dis au patient, mais dans ces cas de figure précis, en fait, c'est voilà, j'en suis là.
on a les deux solutions, qu'est-ce que vous pensez de partir sur l'une ou l'autre? Et on se met d'accord tous les deux dans ce cas de figure. Ah bah, enfin moi je suis pas rythmologue et ablateur, mais les ablateurs vous diront que chez des gens jeunes, il faut aller sur des FA paroxystiques, il faut aller relativement vite. Allez, une dernière. Quand est-ce que les tensiomètres pourront être remboursés? Alors là... Alors vous avez des mutuelles qui remboursent de plus en plus. Alors il faut avoir une mutuelle, mais vous avez des mutuelles qui remboursent les tensiomètres. Alors après, il y a 40% des patients qui ont des tensiomètres. Donc ça, c'était des données de Santé publique France l'année dernière. Et en fait, il y a 40% des gens qui, quand ils viennent voir en consultation, ont accès à un tensiomètre, même pas connecté, mais à un appareil d'automesure. Bon, après, est-ce qu'il est certifié ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont un appareil chez eux. En 30 secondes, je veux compléter la réponse. Quand on a voulu mettre l'automesure, vous savez que maintenant, l'automesure, quand vous prescrivez un antihypertenseur, vous pouvez enchaîner avec la deuxième ordonnance un appareil pour mesurer la pression. Il faut vraiment la préconiser chez tout le monde. Donc, quand on est arrivé là, on était très, très contents et on s'est battu. Est-ce que, tiens, ça va être remboursé, oui ou non? Il faut que ça soit à la disposition de tout le monde, etc., etc. Et puis, on a eu une discussion avec quelqu'un de responsable, la tête sur les épaules au ministère. Et l'an dernier, ça n'engage que moi, je lui dis, il ne faut surtout pas la rembourser. Il faut utiliser l'argent pour autre chose. Parce qu'honnêtement, il y a 15 millions, etc. Si on veut chercher un remboursement pour l'automesure, allons chercher une indication spécifique. La femme enceinte, l'HTA résistante, le truc sévère. Mais je ne peux pas rembourser pour 15 millions. On n'a pas les moyens. Si on avait les moyens, oui. Donc voilà. Eh bien, ce fut un grand plaisir. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Merci à vous tous. Merci à Tulle. Merci Benoît. Merci Thierry.